Bien, bonjour et bienvenue à tous. Encore merci à vous qui êtes toujours aussi braves pour affronter ce froid de plus en plus polaire, pour venir jusqu'ici. Enfin, une fois qu'on est ici, on est bien, hein, mais il faut quand même y arriver. Alors donc, la dernière fois, nous avons vu à travers un passage du Han Shu, donc les annales dynastiques des Han, nous avons vu un passage extrait du chapitre entier consacré donc aux Xiongnu, donc ces peuplades nomades du nord et de l'ouest de l'espace chinois à l'époque Han. Donc nous avons vu à travers ce passage comment la rhétorique chinoise, cette rhétorique très fortement centralisatrice et exclusive des barbares, des marges, donc vous avez toujours cette opposition entre le carré de la civilisation et ce qui doit rester en dehors. Donc nous avons vu comment cette rhétorique venait se superposer à la réalité historique de relations en fait très difficiles avec les Xiongnu, qui étaient en réalité assez puissants et organisés pour être un souci majeur et constant pour les Han. Donc, vous avez un rappel donc, de ce texte ici, donc, où j'ai souligné en rouge donc, les oppositions entre ouais et né, hein, c'est-à-dire donc dehors, dedans. Hein, donc ici, vous avez né, ouais ici, né, ouais, né, etc. Donc cette constante opposition qui revient à plusieurs reprises dans le texte entre ce qui est dedans, c'est-à-dire ici, donc les Zhongguo, c'est-à-dire les pays centraux. Et on va voir justement que cette expression Zhongguo, qui à l'époque pré-impériale, c'est-à-dire donc l'époque qui précède la centralisation et l'unification de l'espace chinois par le premier empereur Qin en 221 avant Jésus-Christ. Donc cette expression Zhongguo, avant 221, disons, devait être comprise au pluriel plutôt, c'est-à-dire donc les pays ou les vassalités de la royauté Zhou qui étaient au centre, c'est-à-dire donc dans le bassin moyen du fleuve Jaune, hein, donc le berceau de la civilisation classique chinoise. Et de plus en plus, à partir des Han et ensuite, Zhongguo désigne de plus en plus en fait le pays du milieu, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui donc l'empire du milieu ou la façon dont la Chine se dénomme elle-même. Donc là, vous avez les pays du milieu ou le pays du milieu qui est né, c'est-à-dire à l'intérieur, et donc les Xiongnu, les barbares, qui doivent rester donc à l'extérieur de cet espace civilisé. Et donc, nous avons vu justement sur cette carte comment se présente la chose, c'est-à-dire donc vous avez ici, là j'ai emprunté cette carte à un ouvrage en anglais. Vous avez ce terme Han Empire qui est un petit peu abusif ici. Ça se discute hein, vraiment de savoir si à l'époque Han on peut vraiment parler d'un empire, mais toujours est-il que vous avez donc ces Xiongnu qui sont en fait on pourrait dire en fait une dénomination générique pour désigner tous les nomades donc au nord, c'est-à-dire donc dans l'actuelle Mongolie et aussi en partie vers l'ouest. Et je disais justement que les historiens se disputent encore pour savoir si ces Xiongnu
ont un rapport quelconque, seraient même éventuellement les ancêtres des Huns qui ont déferlé sur l'Europe à partir du IVe, Ve siècle. Alors, cette carte vous montre en fait les parcours suivis par cet envoyé de l'empereur Wudi, l'empereur Wu des Han, donc en mission vers l'ouest, donc cet émissaire qui s'appelait Zhang Qian et qui est parti par 2 fois donc en mission vers l'ouest pour justement essayer de trouver des alliances pour contrer les incursions incessantes des Xiongnu. Et comme autre témoignage, alors Zhang Qian le voilà, qui est représenté ici sur une fresque murale qu'on trouve dans les grottes de Dunhuang, à l'extrême ouest de la Chine. Ces grottes de Dunhuang qui sont essentiellement bouddhiques, nous allons y revenir, mais donc ici on voit Zhang Qian partir donc en mission vers l'ouest. Alors un autre témoignage justement de cette puissance non négligeable des Xiongnu et cet embout de tuiles que vous voyez ici sur la diapositive qui a été retrouvé dans une tombe en Mongolie intérieure, c'est-à-dire donc la partie chinoise donc de la Mongolie, qu'on peut voir maintenant cette pièce, cet embout de tuiles, on peut le voir exposé actuellement donc au musée de la Mongolie intérieure à Rouerot en prononciation chinoise. Et donc c'est une pièce qui a été trouvée sur place. Alors, alors d'abord que je vous explique un petit peu, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être, justement ce que sont ces embouts de tuiles. Alors, vous avez ici la reproduction en miniature donc d'un édifice d'époque Han, ici, qui est à 2 étages ici. Et vous voyez donc, ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi dans une tombe qui représente donc en miniature une habitation donc de l'époque. Alors vous voyez sur la diapositive ces rangées de tuiles qui sont donc alignées toutes sur la longueur du toit. Et donc, ce que j'appelle l'embout de tuiles, c'est cette pièce ronde que vous avez au bout. Et vous les avez donc à tous les étages. Et vous voyez donc que ce sont en fait des éléments que l'on peut voir en passant devant l'édifice. Autrement dit, ce sont des choses extrêmement visibles. Et ça n'a pas échappé donc aux Chinois d'époque Han, puisqu'ils s'en sont servis pour présenter soit en fait des motifs décoratifs, géométriques, ou des motifs floraux, peu importe, mais ils s'en sont également servis pour être porteurs de messages. Autrement dit, on pourrait dire maintenant, en fait, ils s'en sont servis comme support publicitaire ou support de propagande. Et donc, nous avions vu il y a quelque temps donc cet embout de tuiles qui porte donc une inscription qui est reproduite ici sur la droite et qui vous dit donc seuls les Han, donc la dynastie en place, les Han en 3 ans sont capables de Wei Han 3 年大并天下. Donc seuls les Han en 3 ans sont capables d'unifier tout sous le ciel. Donc ça, si ce n'est pas un message de propagande politique, je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors ça, c'est un embout de tuiles à la gloire donc des Han, leur capacité donc
d'unifier l'espace sous le ciel. Mais ici, vous avez un autre message qui est reproduit en caractère moderne, ici, en bas, et qui vous dit donc Shan Yu He Qin. Alors, Shan Yu, c'est une façon de désigner donc les chefs de ces peuplades nomades, et notamment les chefs Xiongnu. Et donc, les chefs Xiongnu, donc He Qin, sont unis, He, c'est le terme pour l'union ou la concorde, et Qin, ça veut dire donc le lien de parenté. Donc le Shan Yu, le chef Xiongnu, donc, est uni avec, sous-entendu les Han, par un lien de parenté. Alors ça, c'est une allusion à une pratique assez courante au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Donc nous sommes dans la première partie de la dynastie Han, où donc il y avait cette politique qui consistait à He Qin précisément, c'est-à-dire en fait à marier des princesses chinoises à des chefs Xiongnu pour sceller donc les alliances géopolitiques donc entre les Han et leurs voisins nomades et leurs voisins extrêmement encombrants à l'époque. Alors c'est vous dire combien donc les Han étaient loin d'être, comment dire, de tranquilles unificateurs de tout ce qui est sous le ciel. Ils étaient obligés quand même d'aller très loin, si j'ose dire, pour arriver à pacifier donc leurs frontières. Alors, si vous regardez bien donc cet embout de tuiles, en fait, on s'aperçoit qu'il est probablement de facture chinoise. Donc, c'est bien en fait un message de politique émanant des Han. Alors, cette politique du He Qin, ici, donc Shan Yu He Qin, ça consistait en quoi? Alors, il y avait en fait 4 dispositions sur lesquelles il y avait donc accord entre les Han et les Xiongnu. Donc, les Han s'engageaient donc à offrir des cadeaux annuels aux Xiongnu sous forme de soie. La Chine était connue évidemment pour sa production de soie, de l'or, des vêtements, du vin, enfin de l'alcool, du riz et toutes sortes d'autres articles et comment dire, et notamment articles de nourriture. Et les Han s'engageaient également à offrir, donc, parce que ça fait partie des meubles, si j'ose dire, des femmes, en principe de naissance noble, de les offrir à ces chefs Xiongnu pour leur servir soit d'épouses, soit d'otages. Donc évidemment, cette politique de donner des femmes en mariage, nous l'avons connue également en Europe. Je m'appelle Anne, je me réclame très souvent d'Anne de Bretagne. Donc là, c'est comme ça que le duché de Bretagne a été rattaché à la France. Donc les femmes font partie non seulement des meubles, mais aussi du bétail, en quelque sorte. La troisième disposition est tout à fait intéressante aussi dans ce sens, c'est que les Xiongnu et les Han doivent être considérés sur un pied d'égalité
Alors là, on est quand même assez loin justement de la rhétorique assez ronflante de ces textes que nous avons lus, qui considèrent ces nomades comme des espèces de sauvages non coiffés, vêtus de peau de bête, etc. Bon, et donc la Grande Muraille devait servir donc de frontière officielle donc entre les deux espaces, entre les Han d'un côté et les Xiongnu de l'autre. Alors, je ne sais pas si M. Trump s'inspire donc de l'idée de la Grande Muraille pour reprendre sa grande idée donc de mur entre les États-Unis et le Mexique, mais enfin, bon, toujours est-il que vous voyez que ça fait quand même assez longtemps que certaines pratiques perdurent. Alors, donc, inutile de dire qu'une politique comme celle-là, du Heqin, a permis aux Xiongnu et aux autres tribus nomades de se fournir non seulement en fait en princesse chinoise de haut rang, mais aussi dans des biens enfin assez rares, assez précieux, qu'ils avaient l'habitude quelquefois enfin de redistribuer aux autres peuplades nomades justement pour sceller à leur tour des alliances. Et on a retrouvé assez loin, donc à l'ouest et au nord de l'espace Han, certains de ces objets, des bijoux qui sont de toute évidence de facture chinoise, et également de la soie dans des tombes très loin en Mongolie du Nord. Donc, vous vous rappelez peut-être que dans le texte du Hanshu que nous avons lu, justement, ce texte préconisait d'arrêter justement de faire des cadeaux aux Xiongnu parce qu'il disait, en fait, ils prennent vos cadeaux, ils s'empressent de les dépenser ou de les redistribuer, et ensuite, ils ne respectent pas les traités, ils ne respectent pas les accords, donc ce sont vraiment des gens fourbes et cruels. Donc ça, c'est là aussi comment dire, la caricature donc, de l'autre, qui est toujours évidemment en qui on ne peut pas faire confiance. Alors justement, une de ces princesses chinoises qui est partie justement vivre auprès d'un prince, enfin d'un chef Xiongnu, s'appelle Wang Zhaojun, et elle a vécu sous le règne de l'empereur Han Yuandi, donc, qui a régné entre 48 et 33 avant l'ère chrétienne, et qui donc a été donnée par la cour Han en mariage donc, à un chef Xiongnu. Donc elle est partie en 33 avant l'ère chrétienne et elle n'est jamais revenue donc, en Chine. Et du coup, en fait, elle a donné naissance à une légende qui a été largement exploitée en fait, dans la littérature ultérieure. Le personnage de Wang Zhaojun est un personnage en général tragique. C'est le thème justement de cette princesse qui part justement aux confins et qu'on ne revoit plus. Alors, donc, quand les Han, après avoir régné pendant 4 siècles, ces magnifiques Han qui sont censés être capables en l'espace de 3 ans d'unifier tout sous le ciel, quand ces Han s'effondrent définitivement, donc en 220 de l'ère chrétienne, donc au début du IIIe siècle, c'est véritablement tout un monde qui s'écroule. Très souvent, en fait, quand je parle des 4 siècles qu'ont duré les Han, en fait, les étudiants gribouillent ça dans leurs notes, mais sans vraiment se rendre compte de ce que représentent 4 siècles. C'est quand même, en fait, plus ou moins la durée
qui nous sépare de l'ère de la Renaissance. Donc, je pense qu'on n'exagère pas si on dit qu'avec les fondements des Han, c'est vraiment tout un monde qui s'écroule. Et donc, sous les derniers règnes de cette dynastie Han, l'Empire tombe en fait sous le contrôle effectif de plusieurs hommes forts, dont le fameux Cao Cao, qui finit par s'emparer du pouvoir en 220, et son fils donc devient le premier empereur de la dynastie des Wei, que vous avez ici sur la diapositive. Donc là, je vous ai fait un rappel rapide de cette chronologie dont nous parlons actuellement. Donc vous avez les 2 siècles qui précèdent le tournant de l'ère chrétienne, avec la première partie de la dynastie Han qu'on appelle les Han de l'Ouest, occidentaux, ou Han antérieurs, en chinois donc Xi Han ou Qian Han, donc en gros de 206 avant l'ère chrétienne à 9 de l'ère chrétienne, avec un intermède de cette dynastie très éphémère des Qin, donc avec Wang Mang entre 9 et 23 de l'ère chrétienne, et ensuite la deuxième partie de la dynastie Han qui revient au pouvoir donc, et qu'on appelle les Han de l'Est, Han orientaux, Dong Han, ou les Han postérieurs ou Hou Han, donc, qui règnent entre 25 et 220 de l'ère chrétienne. Alors, ensuite, vous avez donc le clan donc de Cao Cao qui fonde cette dynastie Wei ici, mais cette dynastie est obligée de partager donc le territoire chinois avec Shu, donc au sud-ouest, et Wu au sud-est. Donc là, vous avez cet espace chinois qui était plus ou moins unifié sous les Han et qui maintenant se fragmente en 3 parties, les Wei au nord, les Shu au sud-ouest et les Wu au sud-est. Et c'est ce qu'on appelle donc l'époque des 3 royaumes. Et là aussi, donc, les 3 royaumes et la lutte justement entre ces 3 dynasties a donné lieu aussi à des développements littéraires assez considérables. Alors, cette dynastie Wei est elle-même marquée par une rivalité incessante entre 2 clans. Donc, vous avez le clan des Cao, celui de Cao Cao, et le clan des Sima. Et donc, ce clan des Sima finit par l'emporter pour établir donc la dynastie Qin ici entre 265 et 420. Et donc cette désintégration de l'empire Han marque le début d'une période de division entre le nord et le sud de l'espace chinois, qu'on a appelé justement dynastie du nord et du sud, Nanbei Chao, donc en gros entre la fin du IVe et la fin du VIe siècle. Donc c'est une période qui dure près de 4 siècles et qui ne prend fin qu'avec la réunification de l'espace chinois avec les Sui ici, donc en 589. Les Sui qui en fait seront ensuite consolidés par la grande dynastie des Tang que tout le monde connaît ici entre 618 et 907. Donc là, voilà ce rapide rappel chronologique, puisque c'est vraiment une période d'élitement après 4 siècles d'empire centralisé Han, où en fait vous avez paradoxalement une libération, on pourrait dire, des esprits et une libération de la créativité qui donne une impulsion
à la vie culturelle et intellectuelle absolument sans égal depuis la période des royaumes combattants, c'est-à-dire donc la période des, disons, des 4e, 3e siècles avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire celle qui a précédé l'établissement de l'empire centralisé, ou les royaumes combattants, où vous aviez justement, selon la formule consacrée, donc 100 écoles de pensée qui rivalisaient. Donc là, de nouveau, vous avez une ouverture très large de la vie culturelle et intellectuelle qui donc permet justement l'introduction d'influences nouvelles et notamment l'influence bouddhique venue de l'Inde. Ça, c'est un phénomène qui va nous occuper maintenant. Alors, vous avez donc cette Chine Han qui a commencé à établir une sorte de, pour être très sommaire, une sorte d'idéologie d'État qu'on a qualifiée de confucéenne. Alors, bien sûr, cette qualification est comment dire, assez controversée, mais toujours est-il qu'on en a eu une idée avec justement tous ces textes ritualistes que nous avons lus. Et donc, au fond, les lettrés qui vivent au lendemain de la chute des Han ont le choix entre rester dans le carcan justement de ce ritualisme traditionnel ou bien de chercher d'autres voies dans des domaines jusque-là occultés ou peu explorés. Et alors c'est ça qui explique justement le retour en vogue de textes du taoïsme dit philosophique comme le Zhuangzi que nous avons lu la dernière fois et que le professeur Han Sorsei, donc de l'université de Chicago, a eu l'occasion aussi d'évoquer dans sa conférence de vendredi dernier. Donc le Zhuangzi, c'est vraiment en fait, comme le disait le professeur Sorsei, donc au fond ce que la Chine a pu produire enfin de pensée limite, parce que précisément le Zhuangzi ouvre la perspective sur le sans limite. Donc nous avons lu nous-mêmes jeudi dernier justement plusieurs passages du Zhuangzi qui nous montrent que Zhuangzi se moque précisément du ritualisme des pays centraux confucéens, et il se moque aussi justement de cette manie de vouloir assigner un centre et de vouloir assigner des limites à un territoire, qu'il soit géographique, politique ou intellectuel. Et du coup, en fait, ce délitement de la situation politique et territoriale de l'espace chinois ouvre aussi la voie, donc, notamment au bouddhisme venu de l'Inde, qui apporte justement à sa façon une nouvelle manière de concevoir l'existence et qui va bouleverser de fond en comble les perceptions chinoises vraiment à tout point de vue. Et c'est donc un processus historique qui va durer plusieurs siècles et qui va aboutir à une assimilation véritable du bouddhisme indien, une sorte de sinisation du bouddhisme indien qui sera véritablement accomplie sous les Tang, donc à partir donc, du 7e, 8e siècle. Alors, donc on aura compris que au moment où se manifeste dès le tout début de l'ère chrétienne, donc dès le 1er siècle de l'ère chrétienne, les premiers signes d'une présence bouddhique en terrain chinois, on est au début d'un très long et très vaste processus d'assimilation, d'acculturation du bouddhisme indien par la culture chinoise, et qui aura des répercussions extrêmement profondes, voire insoupçonnées. Et je dirais que face à un discours nationaliste chinois récurrent,
qui apparaît déjà en fait avec justement cette introduction du bouddhisme en Chine. Vous avez en fait déjà pendant les premiers siècles ou le premier millénaire de l'ère chrétienne des scrognonieux chinois qui disent mais nous on a nos sages confucéens, on n'a pas besoin de faire appel à au Bouddha, qui est lui un barbare, de toute façon un non-chinois, donc on n'a pas besoin de lui. Et actuellement, vous avez encore la récurrence de ce genre de discours. Et moi, je prétends que tout simplement, sans justement cette introduction du bouddhisme en Chine, je ne sais pas où en serait la culture chinoise actuellement. Donc, il faut quand même rappeler que le bouddhisme a été, du moins avant l'arrivée du christianisme, la première expression d'une spiritualité universelle ou universaliste, en même temps que l'expression d'une culture totalement étrangère, donc à s'introduire dans cette Chine qui pourtant, au cours des 4 siècles des Han, s'est quand même constituée une identité Han assez forte et qui s'est au moins projetée dans ce schéma d'hyperstabilité que nous avons donc étudié assez en détail. D'ailleurs, à propos justement de cette introduction du bouddhisme, bien avant donc l'arrivée du christianisme en Chine, c'est-à-dire aux alentours des 15e, 16e siècles, justement, en venant aujourd'hui au collège, j'ai vu l'affiche de la sortie du film de Scorsese, donc, qui s'appelle Silence, Silence, et qui évoque, semble-t-il, donc, la façon dont le Japon du XVIIe siècle a traité les missionnaires jésuites, c'est-à-dire assez mal. Donc, vous voyez des scènes de martyrs, justement, de ces missionnaires chrétiens. Donc, en Chine, il n'y a jamais eu de persécution de ce genre, mais toujours est-il que l'adoption du christianisme est aussi une autre histoire. Bien. Donc, je ferme ma parenthèse. Et donc, on peut dire que c'est à la faveur d'un désarroi à la fois physique et moral du monde chinois que le bouddhisme prend cet ancrage assez profond en Chine et intervient là où la mentalité confucéenne s'est révélée déficiente. Nous allons voir justement comment, par exemple, la doctrine bouddhique du karma, qui met tout un chacun à la même enseigne, et l'idéal universaliste de la bouddhéité change vraiment complètement la donne. Alors, la légende fait commencer l'aventure bouddhique en Chine sous les Han postérieurs, sous les Han orientaux, c'est-à-dire donc pendant les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne. Alors, le récit donc se trouve dans le Hou Han Shu, c'est-à-dire donc littéralement le livre des Han postérieurs. Il s'agit donc des annales historiques de la seconde partie donc des Han, le Han Shu tout court, désignant donc les annales historiques des Han antérieurs en fait. Alors, ces annales des Han postérieurs en fait a été rédigé longtemps après, c'est-à-dire au 5e siècle seulement de l'ère chrétienne. Et vous avez au chapitre 88, là aussi, un chapitre qui est entièrement consacré donc au Xiyu Zhuan, donc un chapitre sur les contrées de l'Ouest.
Et disons, à partir justement de ce livre des Han postérieurs, les Chinois commencent à désigner justement tout l'espace en dehors de la Chine vers l'ouest sous cette dénomination, Xiyu. Donc là, vous commencez à voir disparaître toutes les connotations négatives qui étaient attachées justement aux barbares. On ne parle plus, les barbares de l'Ouest en principe s'appellent les Zhong. Ici, il n'est plus question des Zhong, on parle tout simplement de façon plus neutre des contrées de l'Ouest. Alors, que nous dit ce texte ? Il nous parle d'un pays qui s'appelle Tianzhuguo, Yiming Yuandu, Zai Yuezhi zhi Dongnan, Shu Qianli. Donc, le pays ou le royaume de Tianzhu. Alors, il s'agit ici, Tianzhu, il s'agit d'une dénomination qui va finir par désigner, en gros, ce que nous appelons l'Inde actuellement. Donc, ce royaume de Tianzhu porte aussi le nom de Yuandu. Alors, vous allez me dire, mais attendez, là, ce que je lis, là, c'est Shendu. En fait, Yuandu, c'est une prononciation possible de ce composé, qu'on peut également aussi prononcer Juandu ou Shendu. Parce qu'il faut tenir compte du fait que les prononciations chinoises modernes ne sont plus ce qu'elles étaient donc au 1er siècle de l'ère chrétienne. Toujours est-il que vous prononciez Shendu, Yuandu, Juandu, il s'agit d'une translittération du sanskrit Sindhu, qui veut dire un fleuve ou une rivière, et qui désigne ici plus spécifiquement l'Indus, ce que nous appelons l'Indus, qui est donc un fleuve qui est au nord-ouest de l'Inde et qui correspond donc au Pakistan moderne. Alors, on parle également, en fait, au nord-ouest de l'Inde, d'une région qui s'appelle le Sindh et qui est donc le bassin inférieur de l'Indus. Et alors, on nous dit que ce pays ou ce royaume de Tianzhu est situé à plusieurs milliers de li, Shu Qianli, au Dongnan, au sud-est des Yuezhi. Alors, les Yuezhi, là aussi, vous les avez ici. Donc, c'est aussi, comme les Xiongnu, une dénomination générique qui désigne donc un ensemble de peuplades que du côté, disons, on pourrait dire indien, pour aller vite, on appelait les Kushan. Donc vous avez ces noms sur la carte. Alors vous voyez donc l'espace chinois qui est ici à l'est, la grosse masse de la chaîne de l'Himalaya ici, hein, donc vous comprenez pourquoi la Chine et l'Inde sont restées quand même sans grand contact pendant un certain temps. Hein. Et vous avez maintenant justement, du fait que les Han ont cherché à étendre leur influence vers l'ouest, d'où tous leurs problèmes avec les Xiongnu, donc ils sont allés chercher justement, notamment par les missions de Zhang Tian vers l'ouest, chercher des alliances vers l'ouest, et notamment justement avec les Yuezhi que vous avez ici. Donc, ici, on nous dit que ce royaume de Tianzhu ou de Yuandu, que vous avez ici en gros en couleur ici, au nord-ouest de l'Inde actuelle, se trouve donc au sud-est, à des milliers de kilomètres, donc au sud-est des peuplades Yuezhi ici. Alors, le texte continue.
Oui, alors là, je reviens un instant sur la carte. Hein. Donc, vous avez ces grands massifs, donc la Chine d'un côté, donc toutes ces peuplades plus ou moins nomades, donc ici en haut de la carte, et vers l'ouest, vous avez aussi ce gros morceau qui est l'empire parthe. Hein. Et plus encore à l'ouest, vous avez bien sûr les confins de l'Empire romain. Donc là, vous commencez à voir un petit peu une espèce de mondialisation donc, en dehors de l'espace chinois. Alors, le texte du Hou Hanshu donc, continue comme ceci. Su yue zhi tong, er bei shi shu re. Donc, les coutumes donc, de ce pays de Tianzhu sont identiques à celles des Yuezhi, mais sous-entendu, le pays est Bei, c'est-à-dire bas, hein, c'est-à-dire il est assez bas, il est un petit peu au niveau de la mer, si vous voulez, Shi, humide, et Shu-re, c'est-à-dire d'une chaleur étouffante. Donc, oui, effectivement, enfin, quand on se rend en Inde, on se rend compte que là, il y a peut-être quelque chose d'assez réaliste. Qi guo lin da shui, cheng xiang er zhan. Donc, leur pays est près d'un da shui, d'un grand fleuve. Donc, ce grand fleuve, il s'agit vraisemblablement donc de l'Indus. Et ça, c'est quelque chose qui frappe l'imagination des Chinois de l'époque. Ils montent des éléphants pour aller au combat. Nous connaissons les éléphants d'Hannibal, mais en fait, là, les Chinois qui ont rarement vu des éléphants, ça les impressionne donc de voir les éléphants servir de chars de combat, en quelque sorte. Alors, ensuite, Qi ren若于月之修浮屠道不杀伐遂以成素. Donc, les gens dans ce pays de Tianzhu sont plus faibles que les Yuezhi, c'est-à-dire probablement ils sont moins guerriers, moins martiaux. Alors là, on ne sait pas s'il y a un lien de cause à effet. On vous dit Xiu Fu Tu Dao, ils pratiquent la voie du Futu, c'est-à-dire du Bouddha. Futu, c'est une des translittérations donc, du sanskrit Bouddha. Et en conséquence, donc, Pushafa, ils s'abstiennent de tuer et d'attaquer. Et cela est devenu donc leur coutume. Donc, ces gens du Tianzhu, donc, de ce royaume, sont donc beaucoup moins guerriers que ces peuplades nomades du Nord. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, ils pratiquent la voie du Bouddha, hein, c'est-à-dire, donc, ils sont, on pourrait dire maintenant, non-violents, hein, ils s'abstiennent de tuer les êtres vivants, ça c'est le premier élément de la loi bouddhique. Alors ensuite, 从月之告复国以西，南至西海，东至盘岐国，皆渊渎之地。Donc, à l'ouest des Yuezhi et du royaume de Gaofu. Gaofu, c'est en fait l'actuel, on l'a situé aux environs de l'actuel Kaboul, en Afghanistan. Donc, à l'ouest des Yuezhi et du royaume de Gaofu, vers le sud, on arrive au Xihai, à l'océan de l'Ouest. Le Xihai, c'est ce qu'on appelle aussi, enfin, qu'on trouve appelé dans d'autres textes le Tahai, c'est-à-dire le grand océan. C'est tout simplement ici l'océan Indien. Et vers l'est, on arrive au royaume de Panchi.
Alors, Panqi, bon, on s'interroge beaucoup sur l'identification donc géographique de ce royaume. Certains experts sont allés jusqu'à l'identifier avec un royaume de Vanga qui serait en fait au Bengale, hein, ce qui serait vraiment très très à l'est. Hein. Donc on vous dit que justement du grand océan de l'Ouest jusqu'à ce royaume de Panqi à l'est, tout cela fait partie de Yuantou. Alors là, ça se discute, on ne sait pas si ce Panqi désigne quelque chose qui se situe par là ou plus à l'est vers le golfe du Bengale. Alors, le texte continue, donc Yuantou 有别城数百，城之长，别国数十，国之王。Donc Yuantou compte plusieurs centaines de villes qui ont chacune leur chef et plusieurs dizaines de pays ou de royaumes qui ont chacun un roi. Alors ça aussi, un petit peu comme les éléphants, c'est quelque chose qui frappe l'imagination donc des Han. Cette multiplicité de royaumes. Ça, c'est quelque chose que les Han n'ont plus connu depuis justement les royaumes combattants, depuis 4 siècles. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui les frappe, cette multiplicité de centres du pouvoir, alors que les Han représentent un territoire quand même relativement centralisé et unifié. Donc ça, c'est un autre élément justement apporté par la civilisation indienne, c'est justement cette multiplicité et donc cette diversité donc, de centres politiques et de langues, de cultures, etc. Ce que vous n'avez plus justement dans l'espace Han. Alors, 虽隔小异，而居以渊都为名，其实皆属月支。Alors, bien qu'ils diffèrent, bien que toutes ces villes, tous ces royaumes diffèrent légèrement les uns des autres, ils portent tous le nom de Yuantou et appartiennent tous à cette époque au Yuezhi. Alors, Yuezhi, Sha Qi Wang, Zhijiang, Ling Tong Qi Ren, donc ces gens du Tianzhu, en fait, se sont soumis aux Yuezhi parce que, on vous l'explique, les Yuezhi ont tué leur roi et installé donc un général ou des généraux pour mettre tous ces gens sous un même commandement. Donc, vous avez ici l'explication justement de cette phrase que ces gens du Tianzhu sont plus faibles que les Yuezhi, pour la bonne raison qu'ils leur sont soumis. Ensuite, vous avez une liste tout à fait intéressante. Alors, Tu Chu Xiang, Xi, Dai Mao, Jin, Yin, Tong, Tie, Qian, Xi. Donc, la terre de Yuantou, nous parlons toujours de ce royaume, produit donc des éléphants, ça on a compris, des rhinocéros, des carapaces de tortues, et ensuite vous avez toute une série de métaux. Donc, vous avez Jin. Alors, Jin, c'est sans autre spécification, c'est l'or. Et ensuite, vous remarquez que les autres mots qui suivent comportent tous justement ce radical ou cette clé du métal ici. Donc, le métal par excellence, c'est l'or. Et ensuite, vous retrouvez cet élément dans tous les termes qui suivent. Alors, yin, c'est l'argent, tong, c'est le cuivre, tie, le fer, qian, le plomb,
et Xi, l'étain. Donc ici, vous avez au fond une liste de produits ou de richesses qui sont susceptibles de faire l'objet du tribut. C'est-à-dire, au fond, les Chinois, ce qui les intéresse, c'est de voir en fait ce que ces peuplades lointaines peuvent apporter en tribut et que la Chine ne possède pas. Donc là, donc les éléphants, éventuellement pour leur ivoire, et les rhinocéros pour leurs cornes. C'est bien connu qu'encore à l'heure actuelle, on est obligé de se bagarrer avec le gouvernement chinois pour qu'il cesse justement d'alimenter le trafic justement de ces cornes d'éléphants et ces défense d'éléphants et ces cornes de rhinocéros. Bon. Donc tout ça, c'est considéré comme des biens précieux qui intéressent la Chine parce que ça peut être apporté en tribut. Alors, Xi yu Daqin Tong you Daqin Zhenwu. Donc à l'ouest, ce pays de Yuantou communique avec Daqin. Alors Daqin, c'est la façon dont les Han appelaient donc l'Empire romain. C'est-à-dire que la Chine elle-même se réclamait de la dénomination de Qin, puisque Qin était la dynastie fondatrice du premier empire centralisé. Mais Daqin, c'est ce qu'il y a très très à l'ouest et dont les émissaires chinois vers l'ouest ont vaguement entendu parler. Et donc on comprend qu'en fait il s'agit des confins de l'Empire romain. Et donc ce pays de Yuantou, étant donné qu'il communique à l'ouest avec l'Empire romain, il possède des zhenwu, c'est-à-dire des objets précieux de Daqin, c'est-à-dire de l'Empire romain. Alors, il possède également Youyo, Xibu, Hao Tadeng, Zhuxiang, Shimi, Hujiao, Jiang, Heiyan. Donc, à Yuantou, on trouve aussi des tissus fins. Alors, on imagine qu'ici, en fait, l'Inde produisait déjà du coton, des cotonnades qu'on appréciait pour leur finesse. Des bons trateng, alors ce sont des tapis ou des tentures de laine. Zhuxiang, toutes sortes de parfums. Shimi, alors littéralement c'est du miel de pierre, mais en fait il s'agit probablement de pain de sucre. Et là nous avons un élément intéressant parce que l'Inde, pour dire les choses sommairement, par l'intermédiaire justement de l'influence bouddhique, va être en mesure d'importer justement la technologie de la fabrication du sucre vers la Chine. Ça, c'est un élément important justement des transferts de technologie qui ont été favorisés justement par notamment les contacts entre l'Inde et la Chine favorisés par le bouddhisme. Ensuite, vous avez des choses plus classiques, mais qui à l'époque étaient regardées comme très précieuses en Chine, du poivre, hujiao, jiang, du gingembre, et du heiyan, du sel noir, dont les Indiens se servent encore dans leur cuisine. Donc ce sont tous des objets précieux et des éléments de nourriture, comme vous voyez, des épices, qui sont susceptibles de servir de tribut. Alors là, vous avez ici, je vous montre juste un instant cette carte assez amusante qui vous montre justement la circulation des biens de la Chine, c'est-à-dire de la côte orientale de la Chine. Ça, c'est une carte qui vous donne la situation quand même assez bien plus tard que ce que décrit le livre des Han postérieurs, mais enfin, vous avez donc les porcelaines qui partent de Chine qu'on retrouve jusqu'en Perse,
et même plus loin. Et en retour, vous avez donc comment dire, les chameaux, etc., enfin, qui circulent dans les deux sens, les chevaux, etc. Donc les parfums, enfin, donc vous avez toutes ces... ici, vous avez les différents tracés de ce qu'on appelle la route de la soie, mais il faudrait au moins la mettre au pluriel, hein, les routes de la soie, où on ne transportait pas que de la soie, comme vous pouvez le voir. Bien, alors, le texte continue en disant ceci, et je vais bientôt en terminer ici. Donc, 何地时数前史贡献后西域反叛乃决 à l'époque de l'empereur He, c'est un empereur de la dynastie Han, donc qui a régné entre 89 et 105 de l'ère chrétienne, donc nous sommes déjà sous les Han postérieurs. Ce pays de Yuantou a envoyé plusieurs émissaires apporter le tribut. Ça, c'est vraiment la chose intéressante dans l'histoire. Mais ensuite, les régions de l'Ouest se sont soulevées et cet apport de tribut a cessé. Mais Zhi Huandi Yanxi 2年4年 平从日南郊外来县. Donc depuis le règne de l'empereur Huan, l'empereur Huan des Han, donc qui a régné entre 147 et 167 de l'ère chrétienne, à l'ère Yanxi, deuxième année et quatrième année. Vous voyez que les Chinois sont très très méticuleux dans la notation donc, des dates. Donc nous sommes en l'an 159 et 161 de l'ère chrétienne. Les gens de Yuantou sont revenus à plusieurs reprises apporter le tribut en dehors de la frontière de Renan. Renan, c'est littéralement au sud du soleil, et c'est une contrée donc à l'extrême sud-ouest de la Chine. Donc là, les gens de Yuantou sont venus au contact, donc à l'extrême sud-ouest de la Chine, pour apporter le tribut. Bien, je crois que la sonnerie m'indique qu'il faut que je m'arrête là. Nous allons continuer ceci la prochaine fois avec justement le fameux songe de l'empereur Ming qui voit apparaître le Bouddha. Et donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne entrée dans l'année du coq, puisque les Chinois vont faire la fête vendredi soir pour accueillir donc le coq chinois ou gaulois selon les goûts. Bien, merci et donc à l'année prochaine. Je veux dire, bien sûr, la semaine prochaine, pour ceux qui n'auraient pas compris.